Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec ce matin Éric Delannoy, président de Tenzing Conseil, Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du management des services immobiliers et Christian Parizeau, économiste et conseiller économique pour Aurel BGC. Bonjour à tous les trois. On a ce mot, inquiétude. Ce matin, on a tapé dans Google pour chercher des synonymes parce que c'est l'inquiétude chez les patrons, c'est l'inquiétude chez les propriétaires, c'est l'inquiétude du côté des défaillances. On a que des sujets un peu compliqués, Éric Delannoy. Ce matin, on voit dans ce que nous dit la Banque de France hier soir que les patrons n'ont jamais été aussi inquiets que depuis la crise énergétique. C'était il n'y a si longtemps, c'était en 2022. Oui, c'est ça. Et puis en fait, dans toutes les conjonctures, celle de mai 2023 était pareille. Il y avait une inquiétude permanente. Par définition, un entrepreneur est inquiet parce qu'il pense à sa pérennité. Mais quand même, la meilleure expression, c'est celle de François Villeroy de Galhau. Nous sommes en train de vivre un choc d'inquiétude. Et ça, c'est vraiment à regarder de près. François Galhau qui sera notre invité vendredi prochain, pas celui-là, celui d'après, à 8h15 après la réunion de Banque Centrale Européenne. J'ai besoin de vous quand même, Christian Parizeau, parce que j'arrive pas à voir dans les défaillances d'entreprises si on est arrivé à un pic et finalement on a eu le pire trimestre ces derniers mois, ou si en fait c'est le début de pire. Alors moi je pense que ça va continuer à se dégrader dans les prochains mois parce qu'on voit qu'aujourd'hui on est dans une économie qui marche à deux vitesses. Il y a des secteurs qui vont très très bien, mais il y a des secteurs qui souffrent énormément. D'ailleurs ça se retrouve un peu dans le tissu social derrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des secteurs aujourd'hui qui sont en difficulté. Alors tous ceux qui sont liés à la concurrence internationale, tous ceux qui sont plutôt industriels que dans les services. Et on voit que très clairement on a aujourd'hui des pressions très fortes sur les petites et moyennes entreprises qui s'accentuent aujourd'hui avec des carnets de commandes qui se vident encore. Et je sais qu'on avait quelques données d'enquête, mais a priori, il y a vraiment un écart entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Et on voit qu'aujourd'hui, la conjoncture pour les petites et moyennes entreprises, ça s'améliore pas vraiment. Donc, le choc qu'on prend là actuellement va pas forcément améliorer les choses. Et donc, on peut s'attendre avec un peu de retard, mais à une poursuite naturellement de cette remontée des défaillances d'entreprises. Henri Buzy-Cazot, parmi les 16 000, alors là, on a le secteur du bâtiment en plein dedans. Là, c'est dramatique. Ce secteur très clairement va se dégrader encore. On le sait, il est majeur. Si on prend la filière au sens strict plus les métiers associés, on est à entre 2,5 millions et 3 millions de salariés. Le bâtiment souffre tout particulièrement avec la projection de 150 000 licenciements dans les 2 ans si rien n'est fait, s'il n'y a pas un booster, une mesure. Bon. Et puis un rétablissement des conditions économiques et politique, et on va avoir des défaillances, des destructions d'entreprises en nombre. Ça s'accélère très clairement. Ça c'est par milliers qu'on les compte déjà en 2023, au premier quadrimestre 2024, et ça va se dégrader. On le sait parce que dans le bâtiment c'est des mouvements lents. Il y a un carnet de commandes où il n'est pas là, et s'il n'est pas là, l'entreprise, lorsqu'elle a plus de trésorerie, on sait où elle va. Donc la situation elle est très grave. Et deuxièmement, cette destruction de la confiance, le secteur sans doute qui en subit le premier préjudice, c'est l'immobilier, parce que son carburant, c'est la confiance. Plus que la fiscalité, plus que tout ce qu'on veut, les taux d'intérêt, c'est la confiance. Elle n'est plus là chez les ménages, elle n'est plus là chez les investisseurs, et elle n'est plus là chez les patrons, c'est clair. On arrive en fin de saison, on n'a toujours pas réussi à faire un sommaire correct, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de raison de faire un sommaire. Dans un instant, on en reparle de ces défaillances d'entreprises, de l'inquiétude des patrons. Vous réécouterez Antoine Fouché, le président de Quintet Conseil, notamment sur les questions de travail. Est-ce que c'est la grande revanche du social? À tout de suite. Good Morning Business, le débrief de la matinale. 8h40 sur BFM Business et sur RMC Découverte, le débrief avec Éric Delannoy, Henri Buzy-Cazot, Christian Parizeau. On a eu les chiffres hier soir des défaillances d'entreprises, les chiffres d'Altares. Léo Dumas, vous allez nous les redonner dans le détail. C'est un des trimestres les plus lourds de l'histoire. Et oui, puisque la barre des 16 000 défaillances sur un deuxième trimestre est franchie pour la 4e fois seulement. Si on les regarde depuis 2020, on voit très clairement l'accélération du phénomène. Moins de 6 000 défauts il y a 4 ans, 10 000 en 2022 et donc maintenant 16 371 précisément. Une bonne nouvelle toutefois, la hausse des sinistres ralentit, plus 23% sur un an à la fin du mois de juin. C'était 2 fois plus rapide il y a 2 ans. Malgré tout, près de 70 000 emplois sont menacés à l'issue de ce deuxième trimestre, et parmi les raisons, il y a cette fois la mauvaise conjoncture qui pèse particulièrement sur les entreprises endettées. En plus de ça, on observe toujours le réajustement
confinement post-Covid. Certaines entreprises qui ont survécu grâce aux aides de l'État continuent d'être rattrapées par le train des faillites, même si ce phénomène touche à sa fin, selon Altares. Bon, alors c'est pas une surprise, mais quand on regarde dans le détail des secteurs, pour le bâtiment, c'est très compliqué. Oui, c'est le secteur le plus en difficulté, de la maçonnerie aux agences immobilières. Presque toutes ces activités sont frappées. Sa fédération parle de 25 000 emplois déjà supprimés au premier trimestre et elle prévient que ce sera 150 000 d'ici à 2025, sans plan de relance pour la construction. Parmi les autres activités mal orientées, on recense l'agriculture, le commerce de détail, mais aussi plusieurs services B2B, l'informatique, le nettoyage des bâtiments ou encore la sécurité privée, qui connaissent tous une accélération des défaillances supérieure à la moyenne. Tout le monde, comme dirait Éric Delannoy. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les entreprises sont de plus en plus grosses. C'est-à-dire qu'on voit des ETI quand même désormais qui sont en situation difficile. C'est pas nouveau, c'est pas une surprise, mais ça s'aggrave quand même, Éric Delannoy. Ce qui est d'autant plus ennuyeux dans cette histoire-là, c'est que, et on l'a noté depuis longtemps, il y a cette polarisation entre des grandes entreprises qui se portent de manière insolemment bien et des PME ETI qui commencent à se comporter mal. Pourquoi ? Parce qu'elles sont souvent captives de marché quand les unes peuvent répercuter leurs coûts dans les prix, quand les autres n'ont pas la possibilité de répercuter les coûts dans les prix. Et donc à ce titre-là, les marges s'écrasent et les défaillances viennent. Il y a aussi le fait que la Banque de France, qu'on avait parlé il y a quand même pas mal de temps, 40% des entreprises, elle estimait que 40% des entreprises étaient incapables de rembourser leur PGE. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'on voit bien que la santé des entreprises est très fragile. C'est une bonne nouvelle parce que quand on parle de défaillance, on ne parle pas de faillite. On parle de redressement judiciaire. Là, ouais. Et donc, il y a des capacités potentiellement d'apurer des passifs ou des bilans de manière à repartir sur des basses scènes. Donc, c'est l'État qui va prendre en charge une partie de ce coût-là. Et il y aura des entreprises qui vont se relancer quand on aura fait le tri entre celles qui devaient mourir et qui ont été sous perfusion pendant le Covid, il y en a de moins en moins, et celles qui étaient écrasées par une dette trop lourde et qui vont être apurées par les procédures de redressement. Christian Parizeau, on n'est plus dans l'après-Covid où on rattrape les entreprises zombies, c'est plus ça, hein, c'est fini. Alors, oui, c'est un peu, quand on regarde dans le détail ces chiffres, ils sont quand même compliqués parce que d'un côté, pour certains secteurs, on est à peine au niveau de 2019, donc on est dans une sorte de faillite un peu classique des entreprises qui meurent assez naturellement et on sort naturellement de ces aides post-Covid et donc on revient vers des rythmes importants, normaux, on va dire, entre guillemets, de défaillance. Et puis de l'autre, on a des secteurs qui souffrent énormément, où là, on a véritablement une explosion des faillites. Alors, on parlera de la construction, par exemple, on parlera de tout ce qui est vente immobilière, hein, qui souffre énormément et on a des défaillances importantes. On parlera surtout de secteurs de quelques activités de biens intermédiaires, de biens d'investissement. Donc, on voit que l'industrie souffre énormément en France actuellement. Et ça est un élément qu'on parle peut-être pas assez, parce qu'on en parle peut-être plus du côté de l'Allemagne, mais on a encore le contre-coup de la hausse du prix de l'énergie. Qu'on le veuille ou non, il y a encore beaucoup d'entreprises qui souffrent énormément, qui ont des contrats à long terme ou qui ont perdu clairement en compétitivité. Alors la France est un peu moins sensible parce que l'Allemagne souffre énormément par son secteur chimique. En France, on a une activité qui est un peu moins sensible, c'est tout ce qui est chimie de parfum, produits de luxe, hein, qui est un peu estimé comme des produits de luxe. Donc eux, le choc énergétique est moins violent, mais la partie chimie qui dépend véritablement de la hausse des coûts de production aujourd'hui n'est plus compétitive au niveau international et l'Allemagne en souffre, mais la France aussi indirectement par ses activités. Donc ce qui me fait dire que de plus en plus, il va faire très attention quand on étudie l'économie. Il ne faut pas regarder les chiffres en moyenne. Il va falloir de plus en plus descendre au niveau sectoriel. Et ça, c'est un chiffre, et ça, on le voit dans tout, dans les revenus des ménages, dans l'activité économique, dans ces secteurs. Et on voit qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des signaux qui sont très sectoriels, mais qui montrent véritablement un retournement de conjoncture qui est là, et surtout qui montre qu'il n'y a pas eu tant d'amélioration que ça au début d'année. Au début d'année, on a eu des enquêtes qui se sont un petit peu améliorées, on a eu des indicateurs de conjoncture un peu meilleurs, mais ça c'est masqué par le fait que on a des secteurs qui vont très très bien, et on va avoir encore des secteurs qui vont bien se comporter avec les JO, dans les services, etc. Mais on verra ensuite. Et d'autres secteurs, par contre, qui depuis longtemps ne sont pas vraiment repartis comme on l'espérait. Juste avant de donner la parole à Henri pour un focus sur l'immobilier, cette question de la dichotomie désormais entre les grandes entreprises et les petites entreprises, c'est aussi parfois ce qui alimente le vote extrême, ce sentiment. On n'arrive pas à faire émerger un tissu. On avait une émission il y a 15 ans sur l'antenne qui s'appelait Plus grand, plus fort pour faire grandir les ETI. On n'y arrive pas en France. Alors, c'est d'autant plus renforcé qu'on a une période de désinflation.
Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que si j'ai moins d'inflation, c'est que j'ai des entreprises qui n'ont pas la capacité à relever les prix. Ouais. Et donc, forcément, quand on a une période de désinflation, on a toujours des grandes entreprises qui veulent maintenir leurs marges, qui peuvent plus remonter leur prix de vente, mais qui font souffrir forcément leurs sous-traitants. Et donc, là, très clairement, on sort de la période où on avait eu des périodes importantes sur les chaînes d'approvisionnement. Alors là, quand on était sur une période on faisait en sorte que son sous-traitant ne fasse pas faillite. Mais maintenant qu'on a de nouveau les chaînes d'approvisionnement qui se normalisent, on a des grands groupes qui sauvent leurs marges et donc qui mettent la pression sur les petites et moyennes entreprises. Et c'est pas étonnant. Il ne faut pas se leurrer, la désinflation a un coût. C'est-à-dire que l'inflation a un coût pour le consommateur, mais la désinflation, c'est bien pour le consommateur, mais c'est pas bon pour les entreprises parce que mécaniquement, ça se paye par des baisses de marge. Et forcément, comme vous êtes dans une guerre un peu économique, ce sont les plus faibles qui payent plus la facture que les plus forts. On était ce matin, Henri Buzigazo, avec le représentant des propriétaires. On était avec un des acteurs du secteur qui nous disait à quel point là, dans les prochains mois, si jamais c'est le programme NFP qui passe sur les questions d'immobilier, alors là, on est tout pro-locataire, ça ne va pas s'arranger et que le secteur du logement n'a aucune marge de manœuvre dans les prochaines semaines. Bon, un petit mot économique déjà, la filière de l'immobilier et du logement, elle échappe à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire cette dichotomie entre les grandes entreprises et les autres. On a une photographie qui correspond, vous savez, à ce que La Fontaine disait dans les animaux malades de la peste, toutes ne mouraient pas, mais toutes étaient atteintes. Les plus gros promoteurs sont sous plans sociaux, les plus petits licencient, puis discrètement. C'est plus rassurant, Henri. Non, c'est pas plus rassurant. Voilà, et aussi parce que les raisons sont pour certaines très anciennes, pour d'autres très conjoncturelles, l'inflation, mais le résultat, c'est que toutes les entreprises souffrent, avec quand même un rythme de destruction sur la seule partie bâtiment qui est de près de 1500 entreprises par mois. Aujourd'hui, par mois, avec un potentiel d'entreprise de l'ordre de 600 000. Donc, et c'est l'appareil de production qui est en train de se détruire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ça veut dire que pour les années qui viennent, on est en train de perdre les compétences pour construire des logements, pour les entretenir, pour les commercialiser. Et j'ajoute un petit mot, on parle de destruction d'emplois salariés. Il y a beaucoup d'indépendants, et vous l'avez cité à juste titre, dans la filière pour la commercialisation, ce sont des agents commerciaux. On en a perdu près de 20 000 au cours des 18 mois passés. Alors, c'est pas dans les statistiques de France Travail, ils sont sous les radars. Mais je pense qu'il faut quand même les citer aussi. Ils changent de secteur et ils sont perdus pour ce secteur. Alors, sur la question des mesures et des peurs, des psychoses, et si c'est des mesures inspirées par la France Insoumise, si c'est des mesures inspirées par d'autres blocs, bon, déjà, il va falloir les passer au tamis de l'acceptabilité budgétaire, un certain nombre de ces mesures-là. On sait que les finances publiques ne vont pas permettre toute chose. Il est certain que le bloc de gauche va inspirer la politique future, c'est inévitable, c'est comme ça, les Français l'ont souhaité. Bon, moi je pense qu'il va falloir discuter aussi avec des partis avec lesquels les lobbies n'avaient pas d'habitude de discussion. Est-ce qu'on parlait beaucoup de politique du logement entre promoteurs, agents immobiliers et représentants de la France Insoumise? Non, je ne le crois pas. Donc il va falloir parler avec eux et leur faire prendre conscience que certaines mesures, oui, sont à haut risque. Si on encadre les loyers partout, si on supprime là, la loi... du budget. Voilà, là, c'est pas des questions de budget. Si ce sont des mesures civiles. Sur le squat, si vous ne payez pas vos loyers, vous ne pouvez pas sortir votre locataire. Si la loi Casbarian, qui elle-même était venue après d'autres lois et qui permettait de récupérer plus facilement un logement face à un squatteur ou à quelqu'un qui a des difficultés à payer, si on met ça en œuvre, évidemment, il y aura une psychose parmi les propriétaires, il y aura plus d'investissement, etc., etc. Donc, il va falloir tempérer. Oui, il y a des mesures qui sont à haut risque. Il va falloir que ceux qui les inspirent le réalisent. Et puis, il y a des bonnes mesures aussi. Vous savez, la France Insoumise, elle est pour la généralisation du prêt à taux zéro et qu'on remette à l'intérieur la maison individuelle. Ben ça, c'est excellent. Voilà, faut le dire très clairement. Pendant ce temps, on n'a toujours pas d'accord de gouvernement en vue. Donc, on ne peut pas savoir si ça sera telle mesure ou telle mesure. Peut-être qu'il y a un gagnant dans cette séquence. En tout cas, c'est le pari d'Antoine Fouché, le président de Quintet, qui pense que c'est le social qui a gagné dans cette séquence. Il nous expliquait il y a 20 grosses minutes à quel point il fallait que le travail soit libéré de toutes ces contraintes pour à nouveau payer correctement. On l'écoute. On a trop chargé le travail et on est obligé de réagir par rapport à ça. En moyenne, en France, quand on garde 100 € en travaillant, on n'en garde que 54.
Et donc, pour le même travail, avec les mêmes horaires, les mêmes conditions, le même salaire, le même coût pour l'employeur, si on n'en gardait pas 54, mais 60, comme dans les années 90, ou 65, 70, comme dans les années 70, ça respirerait plus. Et c'est là où il faut faire un compromis social ou un nouveau contrat social. Et il y a 4 sources de revenus possibles qu'on peut aller chercher. Il y a les investissements. Parce que quand vous gagnez 100 euros en investissant, vous en gardez 70, pas 54, 70. Il y a les retraites. Quand vous gagnez 100 euros en retraite, vous en gardez 86. Et puis, il y a une troisième source qui est l'héritage. Quand vous touchez 100 euros en héritant, vous en gardez 94. Alors vous pouvez écouter sur l'application BFM Business Antoine Fouché en intégralité, qui est notre invité, à 8h15. Éric Delannoy, ça a l'air simple comme ça, mais il faut changer tout le contrat social. Oui, il faut changer le contrat social. Et puis, Antoine Fouché pointe quelque chose que l'on sait, c'est-à-dire qu'en gros, on a fait le pari de donner l'argent aux vieux au détriment des jeunes. Oui. Donc, mais ça, on ne peut pas le dire quand on fait campagne, en fait. Mais oui, mais d'abord, on ne peut pas le dire. Et puis ensuite, ça ne va pas dans le bon sens d'aller vers la retraite à 60 ans. Donc on a des programmes aujourd'hui de ceux qui font, de mon point de vue, le désordre, qui va exactement dans le sens inverse qu'évoque Antoine Fouché. Donc quand on regarde ça, de toute façon, on ne va pas vers le beau. Et en plus, quand on regarde l'autre vecteur, que ce soit l'investissement ou les successions, il n'y a pas de consensus en France pour revoir la fiscalité sur la succession. Donc on est sur, quelque part, une impossibilité de politique économique pour pouvoir y arriver. Moi, je pense que c'est pas tellement le social qui a gagné, c'est le sociétal qui a gagné. C'est-à-dire qu'en gros, oui, de toute façon, si on ne veut pas que le Rassemblement national ce soit juste reculer pour mieux sauter, arrive dans 3 ans, il faudra faire en sorte de répondre aux besoins des Français. Et le besoin des Français, c'est la reconnaissance, un travail qui paye mieux, travailler sur le mal-travail et faire en sorte de répondre aux questions d'immigration, de sécurité, etc. Donc on parle de sociétal. Et il est clair qu'aujourd'hui, dans le monde politique, il y a une personne qui travaille de manière sérieuse sur ces sujets-là et qui réfléchit, c'est François Ruffin. Étonnamment, François Ruffin. Et c'est une très bonne nouvelle qu'il rompe avec le dogmatisme de LFI. Christian Parizeau, je vous posais une question qui mériterait 3 heures et je vais vous laisser 1 minute 30 pour y répondre. Mais est-ce qu'on peut faire s'appuyer le modèle social français sur autre chose que le travail ? Alors, de toute façon, le travail, ça reste le cœur de tout, des revenus. La vraie question, il y a 2 choses. C'est est-ce qu'on peut augmenter le pouvoir d'achat des ménages ? La réponse est que ça sera que par le travail et des gains de productivité. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Après, la formation quand même. Oui, la formation, mais la formation fait partie des gains de productivité après. Quand vous savez ça, voilà, si vous êtes bien formé, vous êtes mieux productif. Et la baisse du prix du logement. Il a 1 minute, arrêtez, il a 1 minute. Soit on a ça. Soit on remet en cause notre système social, ce qui est aussi un moyen. Alors c'est ce qui a été dit là précédemment, c'est-à-dire que si éventuellement on augmente le salaire net, éventuellement, mais ça veut dire qu'on refond tout le système social. Or aujourd'hui, ce que nous disent les Français, c'est je veux plus de protection, je veux un meilleur système social et je veux partir à la retraite plus tôt. Donc pour l'instant, on n'a pas encore, je pense, dans la population évolué suffisamment. On veut moins travailler, avoir plus d'argent et une meilleure protection sociale. Donc là, on sent que et moi, ma grosse crainte, c'est qu'à tout vouloir, on fasse tout exploser à terme, puisque tout ça aujourd'hui, on le finance qu'à crédit, faut le rappeler. Toute notre protection sociale, on le finance qu'à crédit, et le jour où on paiera très cher ce crédit, là, à ce moment-là, on s'apercevra que tout n'est pas tenable. Donc, attention à ne pas vouloir tout jouer et derrière avoir finalement une crise qui met tout en cause. Merci beaucoup tous les 3 d'être venus ce matin dans Good Morning Business.